Chasse à l'homme dans le Nord et en Belgique. Point de départ, une voiture piégée désamorcée devant le commissariat de Lille. 4 hommes abattus ce matin à Roubaix, un 5e tué en début d'après-midi, un 6e arrêté ce soir qui retenait 2 otages dans une maison près de Courtrai, en Belgique. Les 15 réunis à Turin, solidaires face au problème de la vache folle britannique. Invité le professeur Montagnier. Le chômage en hausse de 15 700 personnes au mois de février en France, un chiffre que nous commentera le ministre des Affaires sociales, M. Jacques Barrot. Détente aussi avec le salon du cabriolet à Paris et la sortie d'un film « Chacun cherche son chat ». Difficile à prononcer. Madame, monsieur, bonsoir. C'est une véritable chasse à l'homme qui était engagée depuis hier soir dans le nord de la France et en Belgique. Jeudi soir, devant le commissariat de Lille, une voiture piégée est désamorcée à temps. Ce matin à l'aube, les policiers du RAID prennent d'assaut une maison de Roubaix où sont retranchés une bande de malfaiteurs. 4 sont tués, 2 prennent la fuite vers la Belgique. L'un des 2 hommes est abattu en début d'après-midi par la police belge. Le 6e se réfugie dans une maison près de Courtrai en Belgique avec 2 otages, 2 femmes qui viennent d'être libérées et leurs ravisseurs arrêtés. Valérie Astruc, Denis Pardal. C'est dans cette maison, au bord de l'autoroute, que le preneur d'otages s'est retranché pendant plus de 6 heures. Tout autour, un périmètre de sécurité est installé. Des unités spécialisées de la police belge arrivent rapidement. Plusieurs dizaines de tireurs d'élite prennent position dans les villes voisines. Tout a commencé en fin d'après-midi sur cette autoroute qui relie la France à la Belgique. Les gendarmes, alertés par leurs collègues français, prennent en chasse une voiture suspecte. La course-poursuite s'arrête ici, sous ce pont. À ce moment, il y a eu des échanges de coups de feu de part et d'autre. Et lors de ce combat, si je puis dire, un des personnes à bord de ce véhicule a été blessé mortellement. Le corps de cet homme gît toujours derrière la voiture criblée de balles. L'autre homme prend la fuite, grimpe sur ce talus pour arriver dans cette maison. C'est là qu'il prend en otage les 2 habitantes, une femme et sa domestique, libérées après plus de 6 heures d'angoisse. Benoît Duquesne, en direct de Courtrai. Ce soir, tout est terminé pour le mieux pour les 2 otages. Tout à fait. L'assaut a eu lieu, si vous voulez, il y a environ 40 minutes. J'ai pu discuter avec l'un des membres des escadrons spéciaux d'intervention qui sont en Belgique l'équivalent de ce qu'est le GIGN dans la gendarmerie en France. D'après ce qu'il m'a raconté, pendant toutes ces longues heures d'angoisse, ils ont essayé d'entrer en contact avec l'homme, le preneur d'otages dans la maison. Ils ont essayé de lui téléphoner, avec des micros, essayer de savoir un petit peu ce qui se passait dans la maison. Il n'y avait aucun signe de vie. Au point qu'à un moment, ils se sont demandé s'il était toujours dans la maison. Donc ils l'ont investi progressivement et ils sont arrivés là, ici, il y a une quarantaine de minutes dans la maison. Ils se sont rendus compte qu'en fait l'homme avait attaché ces 2 otages, il les avait ligotés sur des chaises sans leur faire de mal et il s'était réfugié dans la salle de bain de la maison. Il faut dire qu'il était grièvement blessé au thorax et qu'il n'était pas armé. C'est pour cette raison-là qu'il n'a pas cherché évidemment à se défendre. Il n'y a donc pas eu de coup de feu, il avait été blessé dans la première fusillade qui avait eu lieu sous le tunnel, sous le pont. Merci Benoît. Le point de départ de l'affaire était une voiture piégée. On a aussitôt pensé à une nouvelle tentative du GIA. Le ministre de l'Intérieur dément, parlant simplement d'une affaire de droit commun, une bande de malfaiteurs ayant écumé la région de Lille ces derniers mois, se livrant à diverses attaques à main armée et hold-up. Anne Mourgue, Jean-Christophe Raxi. 6 heures ce matin, les policiers du RAID encerclent une maison dans le centre de Roubaix. Retranchés derrière les murs, plusieurs malfaiteurs jugés très dangereux, lourdement armés, déterminés. Quand l'assaut est donné, ils n'hésitent pas à riposter, blessant par balle 2 policiers. À 6h30, j'ai entendu des grands bruits comme une fusillade. Et puis je suis allée sur la plateforme et ils étaient en train de se battre sur la pelouse. Et des coups de feu ont éclaté, donc je suis rentrée tout de suite, quoi. Pendant l'assaut, la maison est entièrement détruite par un incendie. Sous les décombres, la police retrouve 4 corps carbonisés, méconnaissables, pas encore identifiés. Sur la chaussée, les démineurs inspectent les véhicules. Dans ce fourgon, ils découvrent 2 bonbonnes de gaz et une cocotte minute. Au même moment, dans le même quartier, la police interpelle plusieurs suspects. Certains arrivent à prendre la fuite direction la Belgique, une bande visiblement très bien organisée. Il y a eu sur l'agglomération de Roubaix ces semaines précédentes des affaires particulièrement graves qui ont motivé les surveillances et comme des interpellations avaient été programmées, il était nécessaire, compte tenu de leur violence, de prendre toutes les précautions. Depuis plusieurs jours, la police avait placé sous surveillance 4 suspects, 4 hommes d'origine maghrébine. C'est l'un d'entre eux qui hier soir a conduit une voiture devant le commissariat de Lille
À l'intérieur, 3 bonbonnes de gaz de 13 kilos chacune, ce sont les démineurs qui les ont fait exploser. Mais les gangsters n'en étaient pas à leur coup d'essai. Les policiers font le lien avec plusieurs attaques contre des fourgons blindés remplis de billets de banque, avec des fusillades commises dans la région depuis quelques mois, bilan plusieurs morts. Aujourd'hui, les autorités refusent de parler de terrorisme. À l'heure actuelle, je voulais, c'est lié donc au grand banditisme, ça n'a rien à voir ni avec l'islamisme, ni avec le terrorisme, ni avec le sommet du G7. Rien à voir avec le G7. Lundi, Lille doit accueillir les ministres des 7 pays les plus industrialisés pour un sommet sur l'emploi. La préfecture vient juste d'annoncer que la sécurité ne serait pas renforcée. Sans vouloir contredire le ministre de l'Intérieur, il reste tout de même une ambiguïté. Cette voiture piégée avec des bouteilles de gaz à l'intérieur ressemble fort aux méthodes du GIA. Enquête sur place à Roubaix, Michel Fine, José Boulestex. Sur le seuil de la maison, rue Henri Carrette, un texte en langue arabe. Au nom de Dieu, je prie Dieu. Après l'incendie, il ne reste plus rien. Des murs noircis, des morceaux de débris calcinés. Les démineurs, les enquêteurs ont fouillé là toute la journée à la recherche d'indices. Un travail difficile car tout a brûlé ou presque. Au milieu des décombres, les policiers ont tout de même retrouvé des documents écrits en langue arabe, un Coran et surtout des textes islamistes dont le contenu intrigue énormément les enquêteurs. À 100 mètres de là, la mosquée d'Awa de Roubaix. Ici, on pense ne pas connaître les occupants de la rue Henri Carrette. Je ne saurais pas vous dire si vraiment on connaît ou on ne connaît pas, parce qu'il y a beaucoup de... Bon, comme il disait le frère, il y a certains fidèles qui viennent ici, bon, on ne connaît pas tout le monde. Hein. C'est peu que certaines personnes viennent ici, on ne sait pas. Mais il y a une chose, c'est que, bon, comme il disait le frère, c'est condamnable. On ne peut pas se permettre de toucher à une vie, quoi qu'elle soit, quelle religion qu'elle appartienne. Le parcours des malfaiteurs impliqués dans tous ces braquages étonne aussi beaucoup les policiers. Des hommes surarmés, déterminés jusqu'à l'inconscience et pourtant peu expérimentés. L'un d'eux, Rachid Swindi, marocain, 33 ans, vivait à Roubaix une petite vie paisible, du moins en apparence. Non, on le voyait partir. Tout ce qu'on savait, c'est que soi-disant, comment il faisait des déplacements, c'est tout ce qu'on savait. Des déplacements où? Je sais pas. Il y avait des moments où on ne le voyait pas pendant 8 jours, 15 jours. Après, il revenait. Pour essayer d'en savoir plus, les policiers interrogent l'entourage des malfaiteurs. Depuis ce matin, 20 personnes sont en garde à vue à la PJ de Lille. Élément supplémentaire dans cette enquête, le sociologue Philippe Aziz, qui vient de passer 2 années à enquêter sur les problèmes d'intégration à Roubaix précisément, affirme qu'une récente fatwa, qui est un ordre formel émanant d'une autorité religieuse, autorise les intégristes à se livrer à des attaques à main armée pour la cause. Geneviève Moll, Daniel Lefebvre, entretien. Banditisme et islam radical, curieusement, pour des raisons ponctuelles à cause des événements d'Algérie, sont en train de se rejoindre. Et j'en veux pour preuve une information très récente, c'est une fatwa qui date de fin janvier, qui a été émise par un imam itinérant qui se trouve actuellement dans la région de Belgique et qui est très activement recherché aussi bien par les autorités belges que par les autorités françaises. Cet imam vient de prendre une fatwa assimilant le grand banditisme à la guerre sainte. Je veux dire ceci, c'est extrêmement grave. Des jeunes gens désemparés, désespérés, sans point de repère, en braquant une banque, ont le sentiment de combattre au nom de l'islam. Alors Benoît Riducan, une seule question pour clore ce dossier. Y a-t-il un rapport effectivement avec le JIA ou s'agit-il vraiment d'une affaire de grand banditisme? Écoutez, c'est bien sûr trop tôt pour se prononcer sur cette question-là. Officiellement, et vous l'avez entendu avec M. Debray, a priori ce n'est qu'une affaire, entre guillemets, de grand banditisme. Ceci dit, quand on voit effectivement la détermination de ces malfaiteurs, quand on voit leur origine, quand on voit leur surarmement, quand on voit aussi ces bonbonnes de gaz qu'ils ont avec eux ou l'ensemble de leur environnement technique, si je puis dire, évidemment tout cela fait penser à quelque chose qui ressemble à un groupe extrémiste. Mais il faut savoir évidemment qu'entre de l'extrémisme islamiste et entre du grand banditisme, eh bien
quelquefois la frontière est extrêmement mince. On l'a vu d'ailleurs avec les origines du groupe de Khaled Kelkal. On l'a vu aussi, et là aussi les enquêteurs ici, quand je leur demandais quelle pouvait être l'origine de cette chose, on dit tout de suite c'est de l'islamisme, puisqu'ils comparent ceci avec ce qui s'est passé par exemple avec la détermination des complices de Khaled Kelkal quand les gendarmes français ont essayé de les appréhender près de Lyon. On se souvient qu'en général, les scènes d'échange de coups de feu ont été très très impressionnantes. C'est ce qui s'est passé ici, aussi bien à Roubaix qu'ici à Courtrai. Toute la journée, les échanges ont été très très déterminés. Tout cela fait donc penser à un groupuscule extrémiste, sans que bien sûr on en soit sûr, puisqu'ils ne sont connus a priori pour l'instant que pour leurs actions de grand banditisme. Et puis dernière chose, on sait qu'on est à la frontière belge et on sait que c'est un endroit de passage au moins important de ces groupes-là. Merci Benoît. Passons à un autre sujet. Alors qu'en France sont apparues aujourd'hui les premières étiquettes indiquant l'origine française justement de la viande de bœuf, en Angleterre, dans le Yorkshire, nos reporters se sont rendus devant l'une des usines d'équarrissage qui, avec des carcasses douteuses, fabriquait des éléments rentrant dans la composition des aliments pour bétail, jusqu'à l'interdiction en Grande-Bretagne qui date de 1988. Maryse Burgot, Nathalie Calais. Une usine d'équarrissage dans le Yorkshire, barrière et mutisme de rigueur. C'est que l'entreprise de Mulder a fabriqué ici pendant des années les fameuses protéines à l'origine de la contamination des bovins anglais. Cet après-midi, en l'absence du PDG en réunion de crise à l'extérieur, c'est le directeur du site qui nous reçoit. No comment. Why? Aucun commentaire, l'entreprise ne communique pas sur l'affaire des vaches folles. Ce sont pourtant entre autres ces installations qui sont à l'origine de l'épidémie. Jusqu'en 88, des milliers de tonnes d'abats ont été ici transformées en aliments pour animaux. Sur ces images d'archives, le début de la chaîne. Des abats qui en Grande-Bretagne n'ont pas été suffisamment chauffés. S'ils étaient porteurs de la maladie, l'aliment dérivé était donc forcément lui aussi contaminé. Et voilà comment des milliers de bovins ont mangé de mauvais produits fabriqués en usine, l'herbe ne suffisant plus aux exigences de qualité mais aussi de productivité des professionnels. Depuis 1988, les équarrisseurs comme celui-ci ne sont plus autorisés à fabriquer ces protéines animales pour nourrir le bétail. L'interdiction date donc d'il y a seulement 8 ans, ce qui veut dire que tous les animaux nés et nourris avant 1988 sont potentiellement contaminés et c'est précisément cette donnée qui effraie aujourd'hui les autorités sanitaires anglaises. J'ajoute à cela que selon un spécialiste de l'école vétérinaire de Maison-Alfort, après cette interdiction des farines animales en Grande-Bretagne en 88, donc les Anglais ont en quelque sorte bradé leurs marchandises et leurs ventes en France ont doublé jusqu'à leur interdiction un an plus tard, c'était en 1989. Par ailleurs, il faut savoir que de nombreux produits qui n'ont rien à voir avec la viande et même l'alimentation contiennent des dérivés bovins. C'est le cas de certains médicaments et de nombreux cosmétiques comme la glycérine employée dans certains savons, puis aussi le rouge à lèvres, ou encore le collagène, un produit principalement utilisé en chirurgie esthétique pour les traitements anti-rides. Les fabricants assurent prendre toutes les précautions nécessaires. On s'attend toutefois à un renforcement des contrôles. Valérie Gaget. La société Coletica à Lyon est l'un des rares producteurs français de collagène. Un produit novateur de plus en plus utilisé par l'industrie pharmaceutique et celle des cosmétiques. Le collagène est souvent extrait de la peau de jeunes bovins. En 91, après l'apparition en Grande-Bretagne des premiers cas de maladie de la vache folle, le ministère de la Santé a donc demandé aux fabricants de renforcer les contrôles. D'une part, nous utilisons des animaux issus de cheptels sélectionnés. Deuxièmement, nous utilisons des veaux de moins de 6 mois, qui sont des animaux qui ne sont pas atteints par la maladie. Troisième point, nous extrayons le collagène de la peau, qui est un organe non infecté. Et enfin, nous faisons des traitements extrêmement drastiques. Ce sont des traitements en milieu alcalin qui vont inhiber le prion éventuel qui pourrait exister chez l'animal. Le collagène est aussi utilisé en médecine esthétique pour combler les rides. À titre préventif, certaines formules injectables vont sans doute bientôt être retirées du marché, aux grandes dames des professionnels qui craignent une psychose injustifiée.
Le risque n'est pas tant lié à l'injection qu'à la nature du produit utilisé. Et dans la mesure où il n'y a aucun risque de contamination, il n'y a absolument aucun risque pour les patientes au jour d'aujourd'hui. En 92, un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique recommandait déjà aux fabricants de cosmétiques de s'approvisionner en extrait bovin dans les zones exemptes de la maladie de la vache folle. L'embargo décidé sur le bœuf anglais et ses dérivés tente aujourd'hui à faire de cette simple recommandation une obligation. À Turin, aujourd'hui, les 15 chefs d'État et de gouvernement européens ont débattu en marge du sommet du problème de la vache folle. D'après le président du Conseil italien, qui préside actuellement les 15, eh bien, les Européens n'ont pas montré du doigt l'Angleterre. Ils ont exprimé au contraire leur solidarité et envisagé une aide financière. Yannick Letranchant, Jean Cornu, sur place. Un John Major souriant et confiant ce matin lors de son arrivée à Turin. Il entendait solliciter la solidarité européenne, il a été compris. Le Premier ministre britannique voulait rentrer ce soir à Londres avec un chèque dans sa valise. Le chèque n'est pas signé, mais il le sera dans quelques jours. Les chefs d'État et de gouvernement européens ont réussi à s'entendre pour trouver une solution dans l'affaire de la vache folle. Jacques Chirac a même piqué une grosse colère. Pour lui, l'affaire a pris trop d'ampleur. On ferait mieux de parler moins de la vache folle et plus de la presse folle. Et il y a du vrai. Et il y a du vrai. Je ne saurais trop vous engager. Certains journaux ce matin ont explosé dans l'irresponsabilité. Et je ne parle que de la France parce qu'il paraît que c'est la même chose dans les principaux États de l'Union. Le gouvernement britannique devrait annoncer des mesures précises lundi à Luxembourg. Sans doute l'abattage partiel de son cheptel de bovins. L'Union européenne devrait régler une partie de la facture. Le but, rassurer avant sans doute de lever le blocus international frappant la viande de bœuf britannique. Professeur Montagnier, bonsoir. Lorsque je vous ai téléphoné cet après-midi, vous m'avez répondu de manière très affirmative, il n'y a pas de danger en France. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Oui, il faut savoir raison garder dans cette affaire. On peut manger de la viande en France en toute sécurité. Ce que j'ai appris en me renseignant auprès des collègues vétérinaires, c'est que les éleveurs français, contrairement à leurs collègues britanniques, depuis longtemps, on utilise très peu ou même pas du tout des extraits de carcasses. Et s'ils les utilisent, ils utilisent fabriqués par d'autres procédés. Ce qui s'est passé en Angleterre, plutôt le colza, plutôt des protéines d'origine végétale. Ce qui s'est passé en Angleterre, les éleveurs britanniques ont depuis très longtemps l'habitude d'utiliser ce genre d'extrait comme appoint alimentaire pour les bovins. Et jusqu'en 1978, tout se passait bien parce qu'il y avait un procédé effectivement assez drastique qui consistait à chauffer assez fort et longtemps et surtout à faire un extrait des graisses parce qu'on voulait absolument avoir des aliments sans graisse. Et puis en 78, donc pour ça on utilisait des solvants. Et en 78, il y a une explosion, une usine a explosé à cause de ces solvants extrêmement inflammables. Et à ce moment-là, le procédé a été changé. On n'a plus utilisé le solvant, on a chauffé moins fort. Et c'est là donc que cette fameuse maladie a commencé à apparaître. Mais il faut savoir aussi qu'en Angleterre, tout a été supprimé en 88-89. Alors, vous rassurant sur le bœuf français, mais il y a un certain temps, c'était pas en France, c'était dans la presse italienne, vous avez exprimé une très vive inquiétude sur, pas spécialement la maladie de la vache folle, mais ce type de maladie, comme celui de la vache folle, dont vous avez dit c'est presque aussi grave que le sida pour les années 2000. Oui, c'est un problème extrêmement important, je pense, pour l'avenir, car ou bien il y a une hypothèse où on fait transformer une protéine du soi, une protéine cellulaire, en un agent pathogène, ou bien il y a un agent pathogène nouveau tout à fait mystérieux qui ne répond pas aux critères classiques, ni celui d'un virus, ni celui d'une bactérie, et qu'il faut absolument trouver à ce moment-là, car si on la trouve, on pourra avoir des méthodes de diagnostic et s'en débarrasser. Alors, ce sont ces fameux prions dont on ne sait pas... Alors, la protéine qu'on appelle prion, c'est effectivement une protéine du cerveau normale et qui, dans certaines circonstances, se transforme en une protéine pathogène. Et il y a une sorte de dégénérescence, une propagation, une sorte d'onde de transformation qui atteint presque toutes les cellules du cerveau. Et c'est donc cette maladie Creutzfeldt-Jakob chez l'homme et la maladie des vaches folles également. Et pour l'instant, on est complètement désemparé face à ça. Et si cette hypothèse est vraie, on est tout à fait désemparé car c'est une protéine cellulaire. Il n'y a aucun anticorps. On ne peut pas avoir un sérodiagnostic comme pour le virus du sida. Et on n'a pas non plus de thérapeutique. Peut-être qu'on en trouvera. Il faut quand même, je pense, faire des recherches dans ce domaine en partant des deux hypothèses, aussi bien l'hypothèse du prion que l'hypothèse de l'agent infectieux, exogène, mystérieux. Dernière chose rapidement, je vous ai vu tiquer lorsque vous avez regardé le reportage sur les collagènes. Oui, je crois qu'il faut ajouter, dans certaines médecines parallèles, on utilise des extraits d'organes frais d'animaux qu'on injecte pour soi-disant rajeunir. Il faut absolument interdire cette pratique. Je pense qu'elle est interdite en France, mais parfois elle est pratiquée dans les pays voisins. Merci, professeur Montagnier.
Le sommet de Turin, j'y reviens aujourd'hui, était donc à l'origine principalement consacré au lancement des travaux de révision des institutions européennes. Christian Marimono, sur place. La famille européenne au grand complet s'est donné rendez-vous à Turin. Mission, le ravalement de la maison Europe. Un coup d'envoi de la CIG que le président français a voulu marquer de son empreinte. Pas question, selon lui, de céder aux sirènes du libéralisme. Cette mondialisation se traduit par des phénomènes d'exclusion inévitables si on ne la maîtrise pas. Exclusion de certains pays qui ne pourront pas suivre, exclusion de certaines entreprises qui ne pourront pas s'adapter, exclusion d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui n'auront pas la possibilité de suivre le train. Et c'est donc un grand danger. Il y a une sorte de dialectique mondialisation-exclusion. Le président Jacques Chirac a insisté sur l'intérêt du mémorandum social présenté par la France. L'Europe doit être plus cohérente, plus conviviale. Les 15 ont 1 an pour convaincre. Un mauvais chiffre pour le chômage en février en France. Depuis plusieurs mois, le rythme est d'ailleurs à nouveau à la hausse. Plus 15 700 demandeurs d'emploi. La France compte aujourd'hui 3 31 600 chômeurs, 11,8% de la population. Monsieur Barrot, bonsoir. Bonsoir. C'est un mauvais chiffre que vous nous avez à nous commenter ce soir. Oui, c'est un chiffre qui est en quelque sorte la conséquence du fléchissement momentané de l'économie. Je crois que pour autant, il ne faut pas perdre courage. D'abord parce qu'on sent aujourd'hui un mieux sur le plan économique et surtout parce qu'on travaille depuis quelques années et on commence à en avoir quelques fruits à faire que même si la progression de notre économie est plus lente, on doit pouvoir malgré tout continuer à créer des emplois. Comment? Oui. Par la baisse des charges, par l'aménagement du temps de travail, par la multiplication des emplois de service. Oui. Cela dit, Monsieur le Ministre, vous-même vous interrogez sur l'efficacité de la multitude d'aides qui existent jusqu'à présent. Vous demandez vous-même si c'est vraiment efficace. Il ne faudrait pas regrouper tout ça ou trier un petit peu dans ces mesures. Il faut faire le tri. Et à la lumière de l'expérience, il faut regarder ce qui marche. Je serais tenté de dire que ce qui marche, c'est ce qui est durable, ce qui est simple. Et nous allons le faire. Et puis, il faut aussi se poser des questions de fond sur l'évolution de ce que Jacques Chirac appelait à l'instant la mondialisation. Il faut que la France et l'Europe fassent très attention à ce que la libéralisation des échanges à travers le monde, qui peut être quelque chose de très positif, ne laisse pas au bord de la route un certain nombre de gens qui n'auront pas les moyens de s'adapter. Alors justement, lundi, il y a une réunion à Lille des ministres des 7 pays les plus industrialisés dans le monde sur le thème de l'emploi. Est-ce que vous en attendez quelque chose? On a l'impression que les avis des uns et des autres sont plutôt partagés sur ce domaine. D'abord, contrairement à ce qu'on a dit, il y aura les ministres de l'emploi de tous les pays industrialisés, mais il y aura aussi les représentants des ministères de l'économie, des finances. Nous allons pour une première fois pratiquement faire en sorte que on ne parle pas de la mondialisation que sous l'angle purement financier, que l'on intègre aussi le problème de l'emploi, de l'insertion des gens, et de voir par exemple, je vous donne un exemple pratique, parce qu'il faut que cette rencontre à Lille serve à faire avancer les choses, et que nous voyons comment nous pouvons assurer aux travailleurs une sorte de droit à la formation tout au cours de leur vie professionnelle, pour que, s'ils sont appelés à la mobilité, ils puissent se réadapter sans inquiétude, sans angoisse. Monsieur Barrot, je reviens pour terminer sur la France. Est-ce que vous en êtes à vous demander cette année combien il y aura de chômeurs en plus, ou est-ce que vous espérez tout de même réfréner cette hausse du chômage pour cette année 96? Je ne suis pas là pour faire des pronostics. Je suis là pour agir et pour faire que les chiffres soient les meilleurs possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous développons l'apprentissage. Je viens de faire voter les textes qui amélioreront les conditions pour le recrutement des apprentis du côté des jeunes. Nous allons vers la multiplication d'accords d'entreprise pour aménager le temps de travail et regagner ici et là des emplois. Et puis le chèque service, on va en parler. Il y aura une campagne d'information. Si les uns et les autres, notamment les comités d'entreprise, mettent un peu d'argent sur le chèque service, il y aura plus de tâches, par exemple de gardiennage, d'enfants, de toutes sortes, qui pourront ainsi
représenter autant d'heures de travail supplémentaires. Je crois que dans la bataille contre le chômage, rien n'est à négliger. Il faut se battre tous les jours avec une énergie sans faille et avoir de l'imagination. Il me semble que l'année sera meilleure que ne le promettent parfois des gens qui ont tort de nourrir le pessimisme, parce que ce n'est pas non plus en nourrissant le pessimisme qu'on gagne les batailles. Monsieur le ministre, je vous remercie. Les douaniers de Marseille ont découvert un trafic de fausses pièces détachées automobiles Peugeot principalement. 6 tonnes de matériel pour une valeur de 2,5 millions de francs qui transitaient sans doute en direction du Maghreb. Des pièces fabriquées à Taïwan de très mauvaise qualité et dangereuses bien entendu. Alban Mikosi et Jean-François Georgetti. Attention, ces équipements automobiles sont dangereux. Biellette de direction, garniture de frein ou commande de boîte de vitesse, on dirait des pièces d'origine issues des usines Peugeot. Ce sont des contrefaçons en provenance de Taïwan qui peuvent être à l'origine d'accidents. Au départ, la contrefaçon portait essentiellement sur les produits de luxe, la maroquinerie ou les vêtements par exemple. Il s'en suivait donc essentiellement des risques de déception ou de désillusion pour les consommateurs. Mais de plus en plus, la contrefaçon porte sur les produits manufacturés et les biens d'équipement. Et dans ce cas-là, les conséquences sont beaucoup plus importantes puisqu'elles portent sur la sécurité et la santé des personnes. La marchandise saisie par les douaniers représente quelques 19 000 pièces différentes débarquées sur le port de Fos-sur-Mer. Le trafic porte sur des pièces de Peugeot 204, 304 et 404. Ces contrefaçons semblaient destinées au marché nord-africain. Conformément à la loi sur la contrefaçon, si le constructeur français porte plainte, le procureur de la République ouvrira une information judiciaire. L'enquête pourrait alors se diriger vers des ateliers spécialisés en Extrême-Orient. On est toujours sans nouvelles des 7 moines français enlevés il y a 3 jours en Algérie. Les recherches de l'armée algérienne n'ont rien donné jusqu'à présent. Ce matin à Nancy, les 2 pilotes français qui avaient été retenus en otage pendant 104 jours en Bosnie avant d'être libérés fin décembre ont été décorés de la Croix de la Valeur militaire avec palme sur la base de Nancy-Hoché. Il s'agit du capitaine Frédéric Chiffot et du lieutenant José Souvigné qui se déplace encore à l'aide de béquilles. Il avait été blessé lors de son interception au-dessus de la Bosnie à l'automne dernier. C'est dimanche qu'on connaîtra le nouveau président de l'UDF, un favori, François Léotard, un outsider, Alain Madelin, qui termine sa campagne électorale. Roland Sicard, Pascal Pueyo. Dans les coulisses d'un meeting, même à quelques minutes de l'entrée en scène, Alain Madelin a encore beaucoup à faire. Quelques derniers détails à régler avec Paris, quelques consignes à donner, quelques amis à retrouver, quelques interviews à accorder. Pas vraiment le temps de baisser la garde à tout instant. Il faut chercher à convaincre. Lorsque j'ai annoncé ma candidature, on avait dit que je n'avais rigoureusement aucune chance, puisque la démocratie est ainsi faite à l'UDF que les appareils des partis politiques contrôlaient 85% des mandats. Nous voici à quelques heures du Conseil national de Lyon et tout le monde reconnaît que les jeux sont ouverts. Des jeux ouverts, malgré l'accord passé de l'autre côté entre François Léotard et François Bayrou. En tout cas, jusqu'à la dernière minute, sur toutes les tribunes, Alain Madelin aura tenté d'inverser le rapport de force, d'attaquer l'influence des 2 grands partis de la Confédération. Son idée, c'est de proposer l'unification de l'UDF, l'unification, voilà l'angle d'attaque. Moi, je veux faire de l'UDF le parti des militants de l'UDF, des élus locaux de l'UDF. Et je le dis et je le répète clairement, l'UDF a, à mes yeux, vocation à diriger le changement. Dimanche, les délégués devront trancher. Mais malgré les promesses, l'affrontement de la campagne risque de se prolonger. Car Alain Madelin et François Léotard l'ont dit, perdant ou gagnant pour eux, le moment n'est pas venu, loin de là, de quitter la scène. François Léotard, qui était notre invité ici même il y a 48 heures, est lui aussi candidat à la présidence de l'UDF. Il tenait également hier soir une dernière réunion publique, c'était à Metz, en compagnie de personnalités comme le général Bijard. Dimanche aura lieu une élection législative partielle dans l'Orne. En tête pour ce second tour, l'UDF, Madame Sylvia Basso, face à un socialiste avec un arbitre, le Front National, qui a décidé de faire perdre désormais systématiquement les candidats de la majorité. Ce fut le cas dimanche dernier dans une élection municipale. C'était à 7. Michael Darmon, José Boulestex. Ils sont tout chauds. Ces tracts sont à peine sortis des Ronéos de Paris. Brigitte Lecoeur n'est plus dans la course, mais à Argentan, le Front National reste en campagne.
Objectif, faire battre dimanche le candidat de la majorité. Bref, expliquer qu'on peut être de l'ultra-droite et voter à gauche. C'est simple quand c'est la volonté du chef. D'habitude, c'est le RPR qui s'allie avec les communistes pour nous faire battre. On leur rend la monnaie de leur pièce. Et la cible du Front National dans l'Orne, c'est elle, Sylvia Basso, RPR, candidate en pole position pour dimanche. L'enjeu national de cette élection, elle dit s'en moquer. En attendant, vous espérez quoi pour dimanche? En attendant, je travaille et je vois mes amis. Jean-François Mancel lui pense différemment. Il est d'ailleurs venu l'expliquer dans l'Orne. Thème de l'exercice, ne jamais prononcer les mots Front National tout en s'adressant aux électeurs lepénistes. Nous sommes en train de réparer les immenses dégâts commis par les socialistes. Et puis certains autres voudraient nous faire revenir dans la gestion socialiste. Alors qui faut-il choisir? Moi je crois qu'il faut vraiment choisir la majorité. Ballottage serré et Front National en arbitre. François Doubin, divers gauche, tout à sa campagne de proximité, n'aime pas s'attarder sur cette situation. À croire que l'apport éventuel des voix du FN ne le concerne pas. Je ne demande à personne sa carte d'identité politique quand j'entre chez lui. J'écoute ce qu'on me dit. Et je sais que le jour où je serai élu, je serai le porteur d'un certain nombre d'espoirs ou de refus. L'Orne, élection test de la nouvelle politique anti-droite du Front National. Réponse dimanche, celle des électeurs et des abstentionnistes. Ils relativisent toujours les stratégies des états-majors. 11e jour de la grève des autobus marseillais, la municipalité a mis en place ce matin des transports de substitution gratuits, une trentaine d'autocars qui assurent le trafic entre la périphérie et le centre de Marseille. Dans le sud de la France encore, mais pour un tout autre sujet, des milliers de couples japonais se marient à l'étranger, c'est la mode là-bas. En France, plusieurs municipalités exploitent ce filon touristique en proposant des cérémonies très proches de la réalité, mais qui en fait ne sont que des simulacres. Exemple à Menton, sur la Côte d'Azur. Yasmina Farber, Didier Bon. Ils sont venus dans la ville des citrons pour un tourisme original. Yuméo est un peu tendu, mais content quand même. Avec sa dulcinée Sanae, ils vont se marier à la française à Menton. Venus de Yokohama, les tourtereaux avaient programmé cette étape pendant leur circuit sur la Côte d'Azur. 15 000 francs pour une nuit d'hôtel, un repas de noces et un passage dans la salle des mariages signé Cocteau. Souriez. Comment vous sentez-vous? Nos cœurs battent très fort. C'est l'adjointe au tourisme qui officie avec l'aide d'une interprète. L'opération est commerciale, elle fait partie de l'image que veut exporter Menton au Japon. Ils ont dit oui et vont signer un joli certificat qui n'a aucune valeur légale, avec en prime 2 bouteilles de liqueur d'agrumes, une mise en scène mais pas un gag. Pour eux c'est un honneur, donc ils appréhendent la chose avec plus de cérémonie. Pour eux c'est quelque chose de noble. Un baiser souvenir rythmé par la marche nuptiale, un exotisme fou pour ces amoureux japonais qui se marieront officiellement dans 2 semaines, sans jeter de riz. Mais la fête n'est pas terminée, il faut apprendre quelques traditions françaises. Les voyages forment la jeunesse, côté français on a appris à trinquer. Kampai. Kampai. Qu'est-ce que ça veut dire, kampai? Chin-chin. Mais ne dites surtout pas chin-chin, au pays du soleil levant, cela veut dire crac-crac, et cela ne figure pas officiellement dans le programme touristique. Si vous avez envie de rêver, vous avez jusqu'à dimanche soir pour vous rendre à la porte de Versailles, à Paris, au salon du cabriolet. Un cabriolet, ce n'est pas forcément un modèle dérivé d'une voiture de luxe. Tous les véhicules, ou presque, peuvent être transformés en cabriolet. Luc Bazizin, Frédéric Pasquette. Voici le symbole du salon du cabriolet. Une auto unique, donc, sans prix affiché. Un exercice de style réalisé par le designer allemand Zender qui se permet toutes les originalités et s'inspire d'une voiture de série, l'Alfa Romeo Spider. La majorité des cabriolets du marché avoisine les 200 000 francs. Le Spider Renault, commercialisé depuis le début du mois, en fait partie. L'usine en produit 4 par jour. Tout en bas de l'échelle, la nostalgie et le faible prix avec cette décapotable indémodable. La célèbre Dudush. La transformer coûte 45 000 francs. Un peu plus cher, 85 000 francs, mais pas vraiment plus grande, cette petite voiture bleue appelée Éole est fabriquée sur la base d'une Peugeot 106 et adresse un clin d'œil à la Buggy qui fait son retour sur nos routes depuis 3 mois, son prix 61 000 francs.
Dans un tout autre univers où l'on voyage aussi les cheveux au vent, la voiture la plus chère du monde, la Bentley Azure, se laisse approcher pour la bagatelle de 2 millions de francs lourds. Sa cousine, l'Aston Martin DB7, dissimule un moteur qui la propulse à 265 km/h, une machine à retirer les permis qui coûte 840 000 francs. Le marché du cabriolet s'est envolé ces dernières années. Il s'est vendu l'an passé 35 000 décapotables en France, soit 3 fois plus qu'il y a 4 ans. Mais le cabriolet ne représente encore à peine que 2% des ventes globales de voitures. Cérémonie empreinte d'une certaine gravité ce matin au ministère de la Justice. M. Jacques Toubon remettait solennellement à son collègue de la Culture, M. Douste-Blazy, l'ensemble des actes constitutionnels de la France de 1791 à nos jours. On y trouve pêle-mêle le serment du jeu de paume, la déclaration des droits de l'homme ou encore la constitution de la première République française. Gérard Dalmaz, Axel Charles Messange. Désormais, la mystérieuse armoire de fer des Archives nationales protège de ses 3 portes blindées toutes les constitutions de la France. 15 textes fondateurs de notre vie politique, 1791 à nos jours. Réalisé par un serrurier sans culotte, ce fameux placard au secret a été revu et corrigé par Michelet. L'historien voulait des boîtes de maroquin rouge pour les documents fondamentaux. Construite pour abriter les actes installant la nation à la Révolution, cette armoire recelait surtout des documents précieux de l'Ancien Régime, les gardes des Sceaux gardant jalousement les diverses constitutions. Le dernier ministre de la Justice, Jacques Toubon, précédent ministre de la Culture, estime, lui, que ce trésor des lois essentielles doit rejoindre les archives, le patrimoine, ce qui est fait avec la remise symbolique du dernier texte modificateur au ministre de la Culture. Je remets à Philippe Douste-Blazy la réforme du 4 août 1995, c'est en quelque sorte la dernière archive, et pour bien montrer que désormais ça ne sera plus comme avant, dès maintenant, je les verse aux Archives nationales. Première constitution, 1791, pilonnée en 93, les révolutionnaires ne pouvant tolérer un texte contresigné par Louis XVI. 1875, le Parlement désigne désormais le président pour 7 ans, l'installation de la République par le célébrissime amendement Vallon. 1940, le maréchal Pétain s'octroie tous les pouvoirs. 1958, voici la Constitution qui nous régit encore. Paraphe, Charles de Gaulle. Une exposition montrant la pérennité de l'État malgré les tourments de l'histoire. Chacun cherche son chat, un titre de film particulièrement difficile à prononcer. Son réalisateur, Cédric Clapiche, s'était fait connaître avec Le Péril jeune. Il revient donc avec l'histoire d'une jeune fille qui cherche son chat, comme le nom l'indique, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Pascal Deschamps. On peut résumer ce film comme ça. Chacun cherche son chat est un film d'aventure, d'action, de sexe. Officiellement, Chacun cherche son chat, c'est l'histoire de Chloé qui confie son chat Gris-Gris le temps des vacances à une voisine, Madame René. Mais le chat disparaît et à son retour, Chloé n'aura plus qu'une idée en tête, le chercher dans tout le quartier. Tu fais quoi avec elle? Cherche son chat. Il cherche son chat. Mais c'est aussi bien sûr beaucoup plus que chat. Tourné en décor naturel dans les environs de la Bastille, le scénario sert de prétexte au réalisateur, Cédric Clapiche, pour raconter avec fantaisie et tendresse l'histoire d'un quartier de Paris, avec des acteurs professionnels ou non. Je l'avais vécu le scénario, c'était exact. Une amie de Cédric m'avait confié ses 2 chats. Et elle m'avait dit, méfiez-vous parce que la bulle, elle est fugueuse. Et une journée, la bulle, il n'y a plus de bulle, il n'y a plus de bulle. Je courais tout le quartier. Puis les bonnes femmes qui se mêlent toujours de tout. Si on la voit le matin, elle vient le matin de bonne heure. Je mettais mon réveil, à 4h30, 5h, je faisais toutes les rues. Pas de chat. Madame Odile? Ah oui, elle m'a dit oui. C'est René qui me l'a décuit. Et elle l'a dit à Madame Ménard. Je suis Madame Ménard, et c'est Madame René qui m'a dit qu'elle a perdu votre chat. J'habite Place Voltaire, et ça fait trop loin pour moi. Adressez-vous à Madame Verligonda. Vous la connaissez, la jeune fille qui a perdu son chat dans le quartier? L'histoire d'un quartier de Paris, donc, avec ses mutations, avec ses expulsions, ses solitudes aussi, qui se côtoient mais ne demandent qu'à se mêler, quelles que soient les barrières. Parce qu'elle perd son chat, avec qui on imagine qu'elle reste beaucoup chez elle, finalement, elle va sortir de chez elle et rencontrer les autres. Un film plein de bonheur donc, dont le slogan pourrait être aussi « Pourquoi aller chercher loin ce qui est parfois tout près ?» ou bien « Le chat du voisin n'est pas forcément plus vert ». Commence par fermer ta gueule. Va voir le film. Non mais c'est vrai, les gens veulent toujours qu'on leur raconte tout à l'avance.
Allez voir le film et vous verrez ce que c'est. Merde. Et ben voilà, c'est une belle bande-annonce. Une nouvelle de sport encore. Malheureusement pour Butch, il a été battu ce soir en demi-finale du tournoi de tennis de Key Biscayne, battu en 6-4, 6-3, vous voyez, par Agassi. Donc dernier service gagnant pour l'Américain, donc qui va se retrouver en finale. Dommage pour le joueur français qui avait fait un beau tournoi. La météo, c'est dans un instant. Isabelle Martinet avec un week-end qui s'annonce plutôt frais. 20h50 les 5 dernières minutes. Un mort sur les pavés. Un scénario de notre confrère Patrick Chen sur le milieu du cyclisme à regarder. 22h35 Bouillon de culture, Bernard Pivot. 23h45 Géopolis, Claude Sérillon. Ce soir, Lille, ville européenne. Et puis 0h30, l'édition de la nuit présentée par Florence Daucher. 7h demain matin, thé ou café. Catherine Sellac recevra notamment Annie Dupéret. Quant à nous, on se retrouvera, je l'espère, avec beaucoup de plaisir demain dès 13h. Au revoir, bonne soirée sur notre chaîne. À demain.